tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, fermeture tous azimuts d'une série d'ambassades du Bénin à l'extérieur. Le débat se conjugue au présent. Du citoyen lambda au diplomate de carrière, des voix continuent de s'élever en signe de désapprobation. Aux nombreuses récriminations, le gouvernement n'aura visiblement pas été sourd. En tout cas, récemment, sous la bannière de l'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères, il aura effectué une retraite de 2 jours. Objectif, dit-on, réfléchir sur les dernières mutations querellées de la carte diplomatique béninoise. Des journées de réflexion pour des mesures correctives ou corser l'addition. 100% Bénin, le numéro du jour pour s'y attarder. Ce sera autour du thème nouvelle carte diplomatique béninoise. L'aider, piper au possible rétro-pédalage. L'émission du jour voudrait bien donner la parole aux diplomates de carrière et, au besoin, aux responsables en charge du dossier. Mais peine perdue. Devoir de réserve, obligation de réserve, que sais-je encore, assez de qualificatifs qui ne nous ont pas permis de vous les convier sur ce plateau. Mais derrière les micros, ils se sont confiés. Alors, pour le débat proprement dit, voilà 2 sachants sur la question pour nous aider à aller au-delà de ce qui se dit. Élisée Heribert Abel-Adovi, il n'est plus à présenter, journaliste internationaliste, il est écrivain. Sur ce dossier, l'homme a plus d'un tour dans son sac, dit-on. Élisée Heribert Abel-Adovi, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, chers téléspectateurs, bonjour. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, il n'est plus à présenter, Vincent Folly, éditorialiste, le directeur de publication, voilà, de la Nouvelle Tribune. Oui, le quotidien qui manque toujours à l'appel dans les kiosques. On aura de cesse de l'aider. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi aussi. Et il y a 1 an de cela, hasard ou coïncidence, en tout cas, mesdames, messieurs, après le casting manqué entre diplomates pour nous entretenir sur le sujet, nous les convions encore, oui, 1 an de cela. Les 2 étaient sur ce plateau, c'était à l'entame de la polémique autour de ce sujet. Le thème était controverse autour de la fermeture des chancelleries. Les 2 nous ont apporté un peu leur regard. Aujourd'hui, ils sont là. 1 an après, le dossier aurait beaucoup évolué pour nous aider à apprécier ce qui se joue depuis quelques mois. Eh bien, chers invités, une fois encore, merci pour la disponibilité. Vous l'avez observé, il y a quelques jours, le ministère en charge des Affaires étrangères a ouvert un atelier, une retraite pour approfondir les réflexions autour de débats qui fait rage. Heribert Abel-Adovi, vous avez suivi cette journée de réflexion. Comment l'avez-vous accueilli avant d'aller au-delà? Mais je pense que c'est toujours bien que des acteurs qui ont travaillé pendant un moment dans une même maison, surtout qu'il y a des questions sur lesquelles il était important que les acteurs de la scène diplomatique béninoise réfléchissent. Donc c'était important justement qu'ils se voient et que les choses soient mises ou les sujets soient mis sur la table pour que la réflexion puisse porter, puisque de leur seul côté, les autorités ne peuvent pas tout connaître. Et donc, avec les acteurs, le personnel, et il y a eu un échange. Maintenant, la suite est déterminante. La suite est déterminante, justement, oui, Vincent Folly. En dépit de la situation qui est celle de votre quotidien, le travail continue de se faire. Vous étiez... Pour parler de la Nouvelle Tribune, le site en ligne, c'est pas votre canal que l'information est parvenue à plus d'un. Donc le sujet ne vous est pas étranger non plus. Cette retraite, vous l'avez suivi. Beaucoup de satisfaction après ce débat que vous avez fait, je disais, il y a 1 an de cela, avec cette initiative du ministère. Avant de venir à ça, mon cher Joël, oui. Je vais faire un rappel et rectifier. Et rectifier. Tu as dit tantôt que tu étais en face de 2 sachants. Sachant sur le dossier. Sachant sur le dossier, oui, j'avoue que le métier de journaliste nous amène à toucher à tout. Et donc, je m'intéresse à la diplomatie comme à tous les autres sujets de l'actualité. C'est notre sacerdoce de connaître tout, y compris les choses qui vont venir, y compris le coronavirus qu'on ne connaissait pas. On est obligé d'apprendre. Cela dit, tu as encore dit que voilà, il y a eu cette réunion, cette retraite des personnalités. D'abord que le droit de réserve a fait que j'étais dans l'obligation de présenter le tableau. Oui, je suis au regret, je réagis rapidement pour dire que c'est dommage que ce soit nous
qui venions, moi, je veux dire, j'aurais voulu que ce soit des diplomates. Et qu'après, j'écrive des papiers sur ce qu'ils ont écrit. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à parler. Ils ont parlé du droit de réserve. Non, le droit de réserve ne devrait pas les empêcher de parler du pays. C'est que le système qu'il y a depuis 2016, c'est un système d'oppression et de répression des libertés. Le système, donc, vous pensez que c'est lié au système? Non, c'est lié au système. Tout le monde a peur de parler. Nous n'avons pas fait la conférence nationale en 90 pour en être là. Moi, je veux être libre de parler de mon pays. Je suis chez moi. Pourquoi doit-on m'empêcher de parler? Et donc, les diplomates qui sont à la retraite devaient pouvoir dire ce qui est en train de se faire. Ils le font, hein? Et je les remercie, mais c'est que vous le faites à vos risques. Le président va vous classer comme opposant. Mais moi, journaliste, je ne suis pas opposant. J'ai bien envie d'être situé, Vincent Follet. Vous permettez. Ribet Label Adjovi a beaucoup écrit sur ces sujets et je voudrais lui demander. On a aussi beaucoup fouillé. Il peut avoir quelques précisions à apporter. Votre vis-à-vis semble dire que le droit de réserve, c'est une fuite en avant. Vous qui connaissez bien cette maison, dites, est-ce que les tests n'obligent pas un diplomate à la retraite à garder le silence, à ne pas se mêler de la chose publique, à ne pas exposer un peu ce qui se passe à l'interne? En tout cas, la question du droit de réserve, qu'en est-il officiellement? Mais moi, je pense que si l'on s'en tient stricto sensu au principe, je ne pense pas, lorsque un diplomate est à la retraite, qu'il ait été en poste en tant qu'ambassadeur ou qu'il ne l'ait pas été, je pense que, à moins que ce soit des questions hautement stratégiques, parce que quand même la diplomatie, c'est un secteur sélect, comme un certain nombre d'autres secteurs, je pense que pouvoir opiner sur un certain nombre de questions, ça ne devrait pas poser grand problème. Maintenant, il y a beaucoup de considérations, beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte par rapport à l'intime conviction des diplomates dont il s'agit. Mais je ne pense pas que ce soit une règle écrite. Ok, la clarification était importante. Oui, un mot sur ça. Je crois que les diplomates sont victimes d'une déformation professionnelle. C'est un métier qui se fait en silence, où on ne parle pas beaucoup, où on dit peu de choses. Parce que il faut savoir ce qu'il faut dire pour ne pas en dire trop. Et donc, ils sont déformés professionnellement. Et après, donc, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Ils se disent, bon, écoutez, on ne va pas. Je n'ai pas vu beaucoup de diplomates parler en choses. Donc, il faut les comprendre. C'est un métier très difficile parce que ça a un rapport avec les relations avec d'autres pays. Il faut savoir ce qu'on va faire. Et je les comprends. Mais il y a une atmosphère, comme je le disais tantôt, dans le pays, qui fait que les gens ont peur de parler. Ou les gens vont dire, vous dites quelque chose, on va vous classer de tel côté. Mais moi, je n'ai pas cette obligation de réserve, puisque je n'attends rien de personne. Je travaille pour le pays et demain, les gens sauront de quel côté chacun est. C'est les intérêts du pays. Ce qui se passe dans la diplomatie actuellement est extrêmement grave. Extrêmement grave. Parce que la réunion qui vient de se faire, oui, c'est comme on dit dans le langage familier, c'est un médecin après la mort. Non. C'est un médecin après la mort. Vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi. Mais c'est une méthode de gouvernement. Et avouez que je le dise, souffrez que je le dise. C'est une méthode de gouvernement. Vous voyez, celui qui dirige le pays, depuis qu'il est venu en 2016, il prend les décisions. Et c'est après qu'il se réfère aux autres. La dernière a été la révision du code. Vous avez vu, on a envoyé la loi à l'Assemblée. Et c'est après qu'on a réuni les acteurs pour leur faire le compte-rendu. C'est toujours ainsi que ça se passe. Vous voulez dire que cette réunion ne pourra pas infléchir Non, ça positions? ne peut pas. Je vais vous parler des conclusions tout à l'heure. C'est nul. Et nos amis diplomates n'ont pas été sincères jusqu'au bout. Il faut voir celui qui lisait même le discours, ou bien celle qui lisait avec beaucoup de respect, je l'ai dit. Mais c'est toujours l'obligation de réserve. On ne veut pas tout dire. Et les conclusions qu'ils ont tirées ne peuvent rien apporter. Ils ont insisté sur les consuls honoraires, on peut en parler. La dynamisation, je vais. On peut en parler. Je connais le sujet. Je connais le sujet. Monsieur Ribet Label Adjovi, est-ce vrai que de cette assise, il ne faut pas entendre grandes choses? Il y a des recommandations qui ont été faites. Entre autres, je partagerai avec les téléspectateurs qui n'ont pas pu prendre part à cette réunion. Il faut, disait le rapporteur de Sciences, pour le dire ainsi, Bérénice Yansounou Bancollet, il faut clarifier, disait-elle, la chaîne de responsabilité dans la gestion des dossiers. Désormais, créer de nouvelles charges de consul honoraire et définir les nouvelles conditions d'exercice des fonctions de consul honoraire. Cahier de charges à l'appui. Bon,
par rapport aux problèmes qui se posent, est-ce qu'il ne faut pas considérer que c'est déjà un pas de franchi? C'est vrai que les diplomates eux-mêmes, puisqu'ils ne parlent pas, on ne sait pas pour l'instant le regard qu'ils portent là-dessus, mais pour vous, est-ce que ce n'est pas déjà un plus? Déjà, l'ambassadeur Bérénice Nyansounou est le secrétaire général ou la secrétaire générale adjointe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Je pense que non, si vous posez le problème d'une telle manière, avec ce seul aspect, c'est comme une goutte d'eau dans une mer. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, qu'à la vérité, tout a bien commencé en 2016. Lorsque le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place le comité de transition, dirigé par l'ambassadeur à la retraite Jacques Adandé. Le comité avait en son sein et les diplomates à la retraite, des gens de haute facture, et également les diplomates exerçant encore, et d'autres personnalités qui viennent du système des Nations Unies ou d'organisations internationales, des Béninois et d'étrangers qui s'y connaissent pour revoir un peu les choses. Sauf que dans la mise en œuvre, même si c'est aux politiques de vraiment prendre la décision, il y a eu comme mal donne. Et je pense que cela a amené une première révision, un premier réaménagement de la carte diplomatique autour de 2018. Et là, moins de 2 ans après, on en revient encore. Donc, il se pose un problème. Mais je ne serai pas aussi catégorique comme Vincent Folly pour dire que c'est inutile éventuellement de se revoir si on devrait effectivement tenir compte de l'aspiration des uns et des autres et ne pas briser les fondamentaux. Votre vis-à-vis parle au regard surtout des recommandations et conclusions. Oui, là-dessus. Lorsque ça se fait bien après, l'essentiel c'est la suite des choses. Et effectivement, il faut dire que la moisson est maigre, mais j'espère que les réflexions se poursuivent. Vous espérez que les réflexions se poursuivent. On revient sur les recommandations. Vous n'y croyez pas trop? Ça ne pourra pas changer grand chose dans la situation? Non, c'est le système politique qui fait les choses et qui organise les choses. Et ce qui se passe est tellement mauvais, on ne peut pas dire. Je crois que le professeur Aïvo a dit un jour, lorsque la nouvelle de la nouvelle configuration est arrivée, elle a dit que le Bénin se confine. Nous sommes passés de 37, il pourra me rectifier sur le nombre, sous le régime précédent, de 37 ambassades, aujourd'hui à 10. Nous sommes, combien de pays il y a au monde? Plus de 150, 154, peut-être dit. Et nous ne sommes représentés que par 10, que nous sommes représentés que dans 10 pays. C'est extrêmement grave. Je vais démontrer tout à l'heure. Oui. Avant la démonstration... Les recommandations, essentiellement, tournent autour de quoi? Les diplomates, je crois qu'ils sont un peu peinés, je les comprends. On a réduit la représentation diplomatique du Bénin à une portion si congrue qu'ils sont gênés. On dit qu'il y aura quoi? 2 choses essentiellement. Des consuls honoraires. Il y en avait déjà. Ce sont des gens qui peuvent être des autochtones du pays, c'est-à-dire du pays où on va, qui aiment notre pays et qui représentent le pays. Ils ne sont pas payés, ils sont là. Et ils assurent ce que la représentation normale du pays peut faire lorsqu'il n'y en a pas. Ces consuls honoraires, ils ne sont pas payés. Les diplomates demandent qu'on revoie leur cahier de charge, c'est ce que j'ai cru comprendre, et qu'on leur donne certainement des moyens pour pouvoir faire. Je ne sais pas si ce régime est prêt à faire cette politique. Et je doute que cette politique soit efficace, parce que ce n'est pas une question de consul honoraire. C'est extrêmement grave. Deuxièmement, il y aura des ambassadeurs non résidents. On leur dit de leur donner des moyens aussi pour qu'ils puissent. Mais un ambassadeur non résident. De mémoire de journaliste, et j'ai interrogé les diplomates, notre pays n'a jamais connu ce qu'on appelle des ambassadeurs itinérants. Il y a eu peut-être une fois, si mes souvenirs sont bons, quelqu'un qu'on a appelé ambassadeur itinérant du Bénin, je ne sais où. C'est celui qu'on choisit et qui peut se déplacer dans un autre pays, dans un pays X,
pour aller représenter notre pays. Ce monsieur ne peut jamais avoir les relations d'un ambassadeur qui est sur place. Maintenant, lorsque l'on dit cela, et à quelle conclusion ils sont venus, qu'il y aura un comité pour analyser. Je comprends les diplomates, je vois leur peine. Et je vois qu'ils sont sous pression. Ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent parce qu'ils sont devant le fait accompli. On leur dit de réfléchir à la situation. Et le ministre de dire oui, il a demandé les moyens au chef de l'État, le chef de l'État a acquiescé. Et les gens, il y a eu quelques applaudissements polis et je n'ai pas vu grand-chose parce que c'est le journal télévisé que j'ai ici de l'ORTB qui rapporte ça. Cela dit, je crois que c'est triste pour notre pays, pour un gouvernement qui dit « je veux révéler le Bénin au monde, je veux révéler le Bénin à lui-même, révéler au monde de se confiner chez soi ». Et lorsqu'on viendra sur les choix des pays, parce que nous en avons parlé la dernière fois. On reviendra sur le choix des pays. Sur le choix des pays, on verra que c'est une catastrophe. Quand on prend cette option des ambassadeurs non résidents, on prend le renforcement du capital humain et les moyens avec pour les consuls. Votre vis-à-vis de cette politique-là, est-ce que ça ne peut pas permettre de faire autrement la politique diplomatique qui se menait et atteindre les mêmes objectifs, comme le gouvernement l'a évoqué, vous qui vous y connaissez? Déjà, un consul honoraire, il y a toute une procédure pour sa nomination et il faut que ce soit une personnalité qui dispose d'une certaine assise financière, qu'il soit de notre pays, du pays accréditaire ou du pays accréditant, du moins de notre pays ou du pays accréditaire, le pays où il va résider, qu'il soit résident ou non. Donc, de ce point de vue, le problème ne se pose pas en termes de lui donner les moyens pour son travail. Si tout le dispositif diplomatique normal existe, lui, il est là pour chercher les marchés et c'est sur la base des marchés qu'il a éventuellement son pourcentage. Donc, je suis convaincu que c'est certainement parce qu'aujourd'hui, il y aura moins de chancellerie et qu'il y aura éventuellement des ambassadeurs itinérants qu'on demande à ce que les consuls honoraires soient pourvus de moyens adéquats. Parce que pour nos pays avec des moyens limités, je pense que le système d'avant, qui consistait à avoir une ambassade, un consulat pour les grandes représentations et l'ambassadeur à des pays de juridiction, cela permettait de jouer le rôle essentiel. Maintenant, les consuls honoraires viennent en appoint au travail qui se fait par le dispositif normal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on aura à peine une dizaine d'ambassades que dans la réflexion, les diplomates demandent à ce que l'on octroie des moyens aux consuls honoraires. Je pense que cela ne va pas forcément résoudre tous les problèmes, mais bon, peut-être que ça va jouer dans la balance. L'autre volet, je pense que c'est parce que le nombre est extrêmement réduit, et nous allons en parler, que le débat se fait. Sinon, par rapport aux moyens dont un pays dispose, le pays peut progressivement développer sa politique étrangère dans le sens de couvrir les pays, puisqu'on en a beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au nombre qu'on a, on fera certainement le débat, il se pose des questions. On y va tout de suite, mais avant d'y arriver, votre vis-à-vis évoquait une préoccupation partagée par la plupart des Béninois. Le chef de l'État l'a martelé, ça a réjoui plus d'un cœur, révéler le Bénin. Lorsqu'on veut révéler le Bénin pour votre vis-à-vis, cette option peut se révéler suicidaire. Est-ce que le Bénin, avec cette nouvelle donne, ne va pas continuer à se vendre, à vendre la carte touristique béninoise comme cela se doit? Il y aurait des difficultés, d'après vous? Il y a trois principes généraux qui ont présidé dès le début, dans le cadre du PAG, à l'option du gouvernement sur la diplomatie béninoise. On parle d'efficacité, on parle de pertinence et on parle de rentabilité. Et donc, dans ce sens, c'est-à-dire quelle est la politique à même, avec les moyens dont nous disposons, de révéler davantage le Bénin, notamment à travers sa culture. Mais aujourd'hui, à l'épreuve des faits, on arrivera une fois encore dans les détails.
peut dire quand même que allons-y pour voir le résultat, parce que concrètement, par rapport au schéma qu'on a aujourd'hui, il y a des pays qui sont quand même essentiels, qu'on ne retrouve pas dans le schéma qui est en train de se dessiner dans le réaménagement de la carte diplomatique de notre pays, et c'est pour cela que on peut dire qu'effectivement la réflexion qui a eu lieu dernièrement, même s'il n'est jamais tard de bien faire, la réflexion aurait pu se tenir avant. Cela dit, jusqu'à l'heure où nous parlons, si on a eu entre-temps en 2018 à revenir sur certaines chancelleries qu'on a souhaité fermer et autres, comme notamment la Havane, c'est toujours possible de revenir, même si ça aurait été bien que tout soit bien achalandé. Cela dit, on a la charpente générale, mais il peut y avoir toujours des surprises par rapport à la carte diplomatique. Surprise agréable, en tout cas, c'est ce que beaucoup espèrent, aussi bien les diplomates que les citoyens. Ils sont nombreux, les Béninois de la diaspora. Oui, M. Vincent Folly, on évolue un peu vers quelques ambassades. Ce que certains ont qualifié de choix suicidaire, c'est sur un certain nombre d'États. Je vais prendre un peu la Belgique, Bruxelles et autres. Quand on vient à ce niveau, ceux qui pensent que s'il y a lieu de faire des choix à ce niveau ne devraient pas être faits, qu'est-ce que vos sources vous ont révélé? Mes sources et ma propre documentation et mes propres analyses. Je dis que le choix qui a été fait est mauvais. À ce niveau? Mon vis-à-vis ne dit pas autre chose. Il prend des précautions de langage, je le comprends. Moi, je n'ai pas autant de contraintes que lui. Mais moi, je n'ai pas de contraintes. J'ai les contraintes seulement de l'intérêt du pays. Ok, après, si Cela dit, du point de vue de l'intérêt du pays. Ce qui se passe actuellement est extrêmement grave. Nous avions déjà parlé des cas de l'Algérie. Et j'avais déploré qu'on ait gardé Rabat par rapport à l'Algérie, qui nous a beaucoup aidés, qui a contribué à la création de la première compagnie béninoise de navigation maritime qui est tombée en désuétude, la Cobenam pour ne pas la nommer. L'Algérie nous a aidés dans le domaine du pétrole. Lorsqu'il y a eu des crises de pétrole, l'Algérie était là. L'Algérie nous a aidés au plan international, je parle sous son contrôle. Lorsque nous visions des postes de responsabilité au niveau de la FAO, au moment où l'ambassadeur Moïse Messan voulait le poste de la FAO, l'Algérie était là pour nous soutenir. Vous pouvez confirmer, vous ne pouvez infirmer. Donc nous avions l'Algérie, un pays de révolution, de grand pays, l'Algérie, et on a préféré Rabat, cela dit. Mais ce qui se passe actuellement est extrêmement grave. C'est les postes de souveraineté qui sont tous partis. Allons-y graduellement. Il y a New York. L'ambassade de New York est fermée. Il pourra rectifier. New York, c'est-à-dire là où tous les pays du monde sont. Chaque année, il y a une assemblée générale de l'ONU. Et c'est là où on promeut nos cadres. C'est là où nous pouvons faire valoir nos cadres. Aujourd'hui, il y a un Béninois qui se présente à l'OMC. Et Éloi. Il n'y a plus. Éloi Laourou. Oui. C'est un de nos meilleurs diplomates. Le Bénin a décidé de soutenir. Il était déjà là sous l'ambassadeur Améou qui a fait du bon travail. Je connais l'ambassadeur Améou, je les connais tous, les diplomates. Et donc, l'ambassadeur Améou a fait du bon travail. Mais il travaillait, sous lui, il y avait déjà Laourou qui veut soumissionner pour l'OMC. Mais c'est un grand poste. Le Bénin peut-être n'a pas les moyens, mais si nous faisons la publicité, mais nous avons appris que le Bénin a donné son accord pour la nomination de la Nigériane au Gonjo. Voilà, son nom est tellement compliqué. Voilà. C'est vrai. Et voilà, que nous avons donné notre sentiment à ça. Aussi. C'est la diplomatie, peut-être que ça permettra d'ouvrir les frontières, c'est tant mieux. Cela dit, on aurait pu faire la promotion de ce cas, parce qu'à Genève, c'est le siège de toutes les organisations représentant les droits de l'homme et tout. Ils vont fermer ça. Ils ferment New York, j'ai parlé de New York, oui. Ils ferment l'UA, c'est-à-dire l'ambassade à Addis Abeba. Vous permettez, on y revient à l'ambassade à Addis, on va y aller graduellement. Oui. New York, est-ce qu'il faut s'en offusquer? C'est vrai, ils sont nombreux à dire, mais diantre, qu'arrive-t-il au Bénin? Mais est-ce que là, on peut pourtant jeter de l'huile sur une situation comme celle-là, alors que le Bénin a proposé une autre alternative?
elle n'est pas mieux réfléchie? Non, je pense que à la vérité, on se pose des questions. On se pose des questions parce que lorsque nous parlons d'efficacité, de pertinence et de rentabilité, il ne faut pas oublier également que la diplomatie ou l'image d'un pays, ce que le pays reflète à l'étranger est quelque chose d'important et que tout ne peut pas être quantifié. Dans ce sens, un poste comme New York, c'est-à-dire notre représentation permanente à New York, est essentiel parce que c'est effectivement là où tous les pays du monde exprimer notre souveraineté pour la première fois en 1960. Il faut aller à l'ONU pour dire qu'on existe. Oui, tous les pays du monde sont représentés à New York. Aujourd'hui, Washington DC va couvrir New York. C'est vrai que c'est le même pays, mais je pense qu'il y a tellement de rencontres, de réunions quotidiennes qu'il aurait fallu qu'on garde New York. Maintenant, le Bénin dit que par rapport à ses moyens aujourd'hui, il ne peut pas être à New York. Il faut préciser, parce que si je ne dis pas ce volet-là, on ne va pas comprendre la suite des choses. Tout est parti d'un constat. Le constat que quand on prend le budget du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, je donne un exemple. En 2019, c'était 28 milliards poussières. La répartition, on en a parlé dans le précédent débat. On va évoluer. Voilà. Parce que sur les choix, beaucoup n'ont pas compris. Il y a des voix qui s'élèvent dans l'ombre. On va essayer d'apprécier ensemble la pertinence. En fait, c'est plus facile de comprendre, même si le Canada est quand même également une représentation importante. Pour nous, c'est plus défendable que nous ne soyons pas du côté de Ottawa que du côté de New York. Donc, c'est effectivement un gros problème. C'est effectivement un gros problème. Mais heureusement, on peut dire que nous avons Brasilia encore, nous avons Cuba qu'on a voulu fermer. Maintenant... Bon, Brasilia va être fermé, cher ami. Oui, mais bon, je pense que... Je crois qu'on doit citer les pays. Je parlais d'ambassade de souveraineté. Oui. C'est l'ONU, c'est-à-dire tous les pays y sont. Et chaque année, à partir de septembre, l'ambassade qui est à Washington ne peut pas couvrir ça. Je connais un peu les États-Unis. Je suis allé dans ce pays où j'ai été obligé de prendre le tableau noir, d'aller retrouver mon ancien métier et de dire aux gens « Where is Benin ?» Personne ne connaissait. J'étais dans une délégation de 14 journalistes et il fallait présenter chacun son pays. Moi, j'ai présenté le Bénin. « Where is it ?» Ni en Nigeria. À côté du Nigeria, ni un Togo. Ça me dit rien. Le Nigeria, oui. Alors, donc, quand on parle du Bénin, personne ne connaît. Donc, aux États-Unis. C'était bien pensé d'avoir une représentation là-bas. Non, mais nous allons être perdus dans le monde si nous faisons ça. Il y a les ambassades de souveraineté, je vais les citer. Il y a New York, il y a l'Union africaine qui se réunit tous les ans, où nous avons des cadres. Et on ferme ça. On va fermer Bruxelles, qui est parmi... Dans tous les pays du monde, c'est là où l'ensemble des pays de l'Union européenne se réunit. Il y a les ACP qui réunissent pour donner les... On ferme. Quelle est la logique derrière ça? Quelle est la logique derrière la fermeture de New York, de l'UA et la logique derrière la fermeture de Bruxelles? Pourquoi? Est-ce qu'à cause de ce qui s'est passé entre-temps avec le renvoi de l'ambassadeur de l'UE, est-ce qu'à cause de ça qu'il faut fermer? Moi, je n'ai de doute. Donc, on a les ambassadeurs de souveraineté qu'on a supprimés. Et je prie Dieu, je prie les gens qui sont au pouvoir. Nous ne sommes pas des opposants, moi je ne le suis pas de ce point de vue, qui reviennent sur la décision. C'est parce que c'est à partir du 31 juillet que cela sera effectif. Ils ont encore le temps de reculer. Pourquoi les réflexions sont toujours opportunes? Oui, ils ont le temps de reculer parce que ce n'est pas normal. On va encore rouvrir demain New York. On va rouvrir l'Union africaine parce que tous les pays y sont. Si le Bénin veut présenter une nouvelle loi de je ne sais quoi pour accéder à la Cour africaine, mais il faudrait bien qu'il soit présent. Et nous avons vu notre président être interpellé par le président guinéen au seul sommet où il a assisté. Le seul pendant 4 ans. Le président guinéen, qui n'est pas parmi les plus démocrates du monde, de l'Afrique, lui a dit « Monsieur le Président, il faut venir souvent au sommet. » Mais nous, on a dû baisser la tête pour ne pas mourir de honte, parce que le Bénin est parmi les premiers pays d'adhésion
à l'UA en 1963. On a failli avoir même le secrétariat de l'ONU, on l'appelle, de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. C'est le président Zinsou qui était opposé à Diallo Telly. Et les chefs d'État ont choisi Diallo Telly. Sinon, le président Zinsou aurait pu être le premier secrétaire général de l'Union africaine. Ça, c'est de l'histoire, de l'organisation de l'Union africaine. Mais ça, c'est de l'histoire. Mais le Bénin ne peut pas être absent. Le président allait faire un discours que nous avons jugé un peu en deçà de nos positions. Il dit oui, qu'il constate que les gens font du bon travail ici et qu'il n'avait pas vu ça. Et le président de la Guinée lui a dit poliment, monsieur le chef d'État, venez souvent à notre sommet. On supprime ça. Donc la promotion de nos cadres dans le système de l'Union africaine, c'est terminé. Quand est-ce que nous allons promouvoir? Dans le système des Nations Unies, c'est terminé. Maintenant, à Bruxelles, j'ai parlé tout à l'heure de Genève, où nous avions un bon cadre qui aurait pu figurer dans les trucs, et il ne sera pas là. Donc en plus de ça, un pays choisit effectivement ses ambassades. Le Canada a une ambassade, n'a pas d'ambassade au Bénin. Mais nous, on a intérêt à mettre une ambassade. Je vous ai prouvé que moi, en tant qu'enseignant, j'ai formé toute une génération d'élèves qui sont actuellement au Canada. Ils sont très brillants. Ils sont restés au Canada après avoir eu la bourse d'excellence au Bénin. Le Canada, et ils sont là maintenant. C'est un cas typique. On nous a envoyé des Canadiens pour diriger la SBE. Et quand je vois ces jeunes filles dans le staff de direction de la SBE, j'en pleure. Parce que nous avons des cadres de très grande valeur. On dit qu'on fait le constat. Oui, ce gouvernement fait beaucoup de diagnostics. Mais quand on fait le diagnostic, il y a beaucoup de partis, 200 partis au Bénin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire à 2. Mais c'est une... Je ne veux pas sortir le mot. Mais maintenant, non. Voilà, on fait le diagnostic, mais la conclusion continue et les réflexions se poursuivent. Les solutions contre nous sont mauvaises. Les réflexions se poursuivent, M. Vincent Folly. Oui, on revient sur l'UA, Bruxelles. C'est vrai, c'est avec beaucoup de peine quand on prend l'histoire du Bénin avec l'organisation. Bruxelles aussi, le grand carrefour. Mais le gouvernement n'est pas resté sans argument. Aujourd'hui, à l'heure des réflexions, il dit que les débats se poursuivent. Pensez-vous, comme votre vis-à-vis, qu'il faut vraiment revenir sur cette décision? Mais je pense que ça ne doit pas échapper au gouvernement qu'il y a des postes diplomatiques qui ne devraient pas être fermés. Mais je suis convaincu que les réflexions se poursuivent, même si pour l'instant, apparemment, des choix ont été faits. Parce que vous imaginez, si je me retrouve en Afrique, on a parlé d'Addis Abeba, qui est vraiment une représentation permanente où on doit être présent parce que le Bénin est quand même un acteur important dans la création de l'organisation de l'unité africaine devenue l'Union africaine. Donc nous devions être présents à Addis Abeba, mais pas que. L'Algérie, il en a parlé, si nous sommes à Rabat et que nous ne sommes pas du côté d'Alger, effectivement, par rapport à l'histoire, ça pose un problème, même s'il faut faire des choix de ce côté-là. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que Pretoria n'est pas fondamental, peut-être, mais par rapport également à ce que le Bénin a joué comme rôle, parce qu'on pense que le Bénin, petit pays, peut-être, mais par rapport aux visions, par rapport à la sensibilité, le Bénin a représenté beaucoup sur le continent. Dans les années 80, quelqu'un comme vous le connaissez bien, Monseigneur Desmond Tutu, venait presque toutes les années ici. Le Bénin, des gens ont été amenés à cotiser 25 francs pour soutenir l'ANC en son temps. Ne pas être à Pretoria, où aujourd'hui, c'est quand même parmi les pays du G20, l'Afrique du Sud. Ça pose un problème. Ben, si nous quittons l'Afrique, nous allons du côté de l'Europe, effectivement. Bruxelles, c'est très important d'être à Bruxelles. C'est très important d'être à Bruxelles parce que, justement, l'Union européenne, vous savez, il y a seulement quelques semaines, il y a le représentant, comment on appelle, le chef de délégation de l'Union européenne. Il y a eu le remplaçant du précédent. Et donc, nous-mêmes, c'est important que nous soyons quand même du côté de Bruxelles. Bruxelles qui, comme on me le disait il y a quelques moments, une amie de l'autre côté pouvait quand même faire un travail de l'autre côté, sans oublier que Genève, si on ne reste pas à Bruxelles, si on reste tout au moins
du côté de Genève, on peut balayer beaucoup de pays européens, parce que Genève également, c'est comme l'autre Nations Unies, sans oublier qu'au-delà de ça, il y a d'autres institutions satellites qui s'y trouvent. Cela montre quand même qu'effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits du côté du gouvernement. À l'épreuve des faits, on verra quels résultats nous allons atteindre. Si on n'est pas à la phase opérationnelle, on peut mais on a encore des semaines devant nous puisque bientôt nous allons rentrer dans les vacances. Ottawa. Dans les vacances. Non, Ottawa, je peux en dire beaucoup parce que il y a que quelques heures que j'ai eu un entretien avec l'ambassadrice du Canada près le Bénin avec résidence à Ouagadougou. Mais je vais juste dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, Washington peut plus facilement desservir Ottawa que New York. C'est ça. Oui. Vous pensez? C'est lui qui le pense. J'avais déjà dit ce que je pensais de la suppression d'Ottawa. Nous avions la résidence de l'ambassadeur, c'est pour le Bénin. Et je crois que la chancellerie pourra rectifier. Mais la représentation du Bénin, c'est-à-dire là où l'ambassadeur réside, c'est pour le Bénin. C'est une propriété du Bénin. Comme à New York, c'est une propriété du Bénin. Et moi, j'apprends. Par rapport à ça, je veux dire rapidement quelque chose. J'ai dit, ils ont supprimé les ambassades de souveraineté, j'en ai parlé. Mais les ambassades des pays sûrs. Regardez en Europe. Il y a 2 ambassades qui sont maintenues en Europe. L'Italie, avec le Vatican, supprimée. On n'a jamais vu ça. Le Vatican, on a toujours eu des relations, je parle sous son contrôle, avec le Vatican, le pape et tout ce que nous avions comme évêque ici. On a supprimé. Et on a maintenu Paris et puis Moscou. Pourquoi Moscou? On n'a rien compris. Il faut maintenir peut-être Bruxelles. C'est une nouvelle carte diplomatique. 2 en Europe. Une nouvelle carte diplomatique. 2 en Europe. En Asie, ils ont maintenu la Chine et le Japon, je crois. Et ils ont supprimé l'Inde, qui est l'un des pays émergents. Actuellement, il y a une lettre des Béninois en Inde qui circule. Oui. Nos amis qui disent « Donnez-nous un peu d'aide ». Et l'ambassadeur Adovel-Landé, que je connais, a écrit à ces messieurs pour leur dire « On ne peut pas donner de l'argent à tout le monde ». Dans le cas du Covid, c'est complètement malheureux. Parce qu'une ambassade, c'est d'abord les ressortissants des pays. Et si l'ambassade ne peut pas s'occuper de ces ressortissants, il vaut mieux fermer. Et l'ambassadeur a écrit une lettre pour leur dire que si on donnait de l'argent à tout le monde, on n'en finirait pas. Mais pourquoi? À quoi? Pourquoi on en demande ici et on refuse de distribuer ce qui est fait ici? Le pays a les moyens. On dit 28 milliards pour le fonctionnement des ambassades. Oui. Sur 1000 milliards de budget. C'est quoi? C'est une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'on peut économiser? Alors qu'à la présidence, des gens sont payés à des salaires astronomiques. Je reviens sur les ambassades, les autres ambassades. Un pays choisi, c'est les intérêts du pays qui comptent pour un pays. Un pays comme le Niger, on ne doit pas supprimer son ambassade. Pourquoi? Le Niger, c'est la porte. Le Bénin, la porte d'entrée du Niger sur le monde, sur l'océan. Les Nigériens l'ont compris. Et pour nous contourner, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Togo. Alors que nous sommes leur porte d'entrée. Ils ont bien compris ça et leur peuple, là, il part par ici. Nous avons une ambassade au Niger. Et on a construit, qui a été construite par le Bénin. Et on a construit une suite présidentielle. Ça veut dire que si le président va au Niger, il ne va pas à l'hôtel. Il y a 2 suites ministérielles au Niger. Le Bénin a construit ça. Donc c'est une politique que notre ami connaît bien, c'est-à-dire qu'on ne créait pas les ambassades dans l'air. On étudie, on fait des programmes et les ambassades, la construction est programmée et les gens ont fait ça. À Brasilia, au Brésil, j'ai parlé des pays d'Asie, j'ai dit que c'est le Japon et la Chine qui sont maintenus, mais pas l'Inde. On ne comprend pas. Alors qu'il y a des Indiens ici qui achètent notre arcade, comme les Pakistanais. On ferme l'Inde. Maintenant, en Asie, en Amérique, on a gardé Cuba et les États-Unis. Et on a fermé le Brésil, qui est l'un des plus grands pays du monde aujourd'hui, où nous avions une culture qui nous représente. Vous allez à Salvador de Bahia, je n'y suis pas allé. Ceux qui connaissent savent que c'est le Bénin qui est là. Il y a des pays, là, Rio, c'est comme ça. Quand vous voyez le carnaval de Rio, vous savez que c'est le Bénin qui est là. Et le président Lula est venu ici. Et il est allé à Ouida.
Il a vu les descendants de trucs. Donc tout ça, on ne fait pas une diplomatie non seulement pour gagner de l'argent, mais quand même pour rayonner dans le monde. Le Bénin, ça dit que c'est 10 pays sur les 154. Il faut dire que nous sommes sous-représentés et nous serons confinés, surtout après la fermeture des ambassades de souveraineté dont j'ai parlé tantôt. Maintenant, le Niger, qui est notre porte d'entrée, qui a une ambassade ici, nous on ferme le nord. Quelle relation nous voulons avoir avec les hommes d'affaires nigériens? Comment nous allons régler ça? Nous avons construit une ambassade, elle est là. J'ai dit, on a construit une suite pour le président de la République, 2 suites ministérielles, je me suis renseigné avant de venir. Et puis le Ghana, un autre pays, en Afrique, on a gardé seulement Abuja. Oui, c'est normal. Si on fermait Abuja, ce serait la catastrophe, ils ont compris, et on a gardé Rabat. Bon, on peut garder là-bas si on veut. On achète du phosphate pour faire les engrais, c'est possible. C'est bien. Mais on a fermé Pretoria. Et ce qu'il ne vous a pas dit, le Bénin a représenté beaucoup. Moi, je ne savais pas qu'on avait cotisé des sous, je ne sais pas. Il l'a dit tout à l'heure, oui. Je suis allé à Pretoria une fois. Ce pays, c'est un très grand pays en Afrique. Et le Bénin n'a pas de visa. C'est-à-dire, pour entrer en Afrique du Sud, les Béninois ne présentent pas de visa. J'en ai bénéficié. Vous arrivez, vous donnez votre passeport et vous entrez. Pourquoi? Parce que l'ANC, qui dirige le pays, a considéré que le Bénin est l'un des pays qui les ont aidés. Et nous allons être absents. Alors qu'ils ont ouvert une ambassade ici, après l'ouverture de notre ambassade, le premier ambassadeur a été l'ambassadeur. Je suis tenté simplement de vous demander, alors s'il y a des ajustements à faire en urgence, le temps court, le mois de juin s'achève, juillet ouvre ses portes et ceux qui sont appelés à rentrer commencent déjà par rentrer. Et là, on n'a pas parlé des peines de ceux-là, des enfants qui font une scolarité qu'on va devoir arrêter très rapidement, oui, en urgence. Oui, quelques précisions. Les 28 milliards du budget de l'année dernière, cette année, c'est 27 milliards poussières, c'est pour toute l'administration du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, que ce soit la centrale, que les postes diplomatiques et consulaires. Deuxième précision, nous étions toujours présents à Rome, mais beaucoup plus du côté du palais du Quirinal. Nous n'étions pas toujours au niveau du Saint-Siège. C'est avec le président Boniaï qu'on a eu notre premier ambassadeur près du Saint-Siège, c'est bien l'ambassadeur Théodore Loco. C'est deuxième précision. Maintenant, effectivement, par rapport au choix que le gouvernement a fait, je pense qu'il y a beaucoup à redire là-dessus. C'est vrai qu'il y a la nécessité de rationaliser les moyens, surtout après cette crise de la Covid-19, où vraiment on est en phase... Covid est venu après. Oui, absolument, je suis d'accord. Je dis actuellement, prenant en compte la situation actuelle, il y a beaucoup de réflexions à faire. Et effectivement, il y a beaucoup d'ambassades que nous voulons fermer aujourd'hui, où nous avons des résidences, et c'est quand même très lourd lorsque vous devez revenir après. Et je pense que de ce côté-là également, il y a de la réflexion pour que on ne vende pas, qu'on puisse éventuellement louer. Comment ça va se faire? Je pense que c'est d'autres détails, mais c'est très important que nous soyons du côté d'Addis Abeba. C'est très très important. Il va falloir y revenir très rapidement. Vous concluez? Il va falloir revenir à New York. Alger, c'est important, mais bon, je ne sais pas, mais Pretoria, c'est très important. Merci à vous, Heribert Abel-Adjovi. Il paraît que le temps est complètement parti et en 15 secondes, vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en 15 secondes? Qu'il faut veiller à ce que notre pays soit bien dirigé. C'est-à-dire la réflexion doit précéder l'action. Réflexion avant l'action, oui. C'est entendu. Merci à vous, Monsieur Vincent Folly. Merci une fois encore à vous, Heribert Abel-Adjovi. Mesdames, Messieurs, le débat autour de la fermeture des ambassades, la réorganisation de la carte diplomatique, le débat se poursuit. C'est le 31 juin, date butoir pour avoir la nouvelle carte diplomatique, mais avant, toutes les contributions seront utiles. Sika TV vient d'apporter une nouvelle contribution à travers la voix de ses invités. Vous qui avez envie de partager d'autres apports avec nous, sachez-le, le tableau ou le plateau reste à votre disposition. Sur ce, une fausse compagnie, mais sur ces citations du grand peintre qu'on ne présente plus, Léonard de Vinci. Je le cite: savoir écouter, dit-il, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.